ben voilà, c'est reparti pour une nouvelle saison du Boucanté. Nous sommes les derniers à faire la rentrée sur Radio Pays. Très heureux de vous accueillir en ce samedi 7 octobre 2023. Vous voyez déjà sur le Facebook Live l'invité de ce premier Boucanté de la saison, Louis Careston est mon invité depuis ce matin. Jean-Élie Clersin vous a réveillé et tout le week-end, Radio Pays va vous accompagner dans les plus belles manifestations qui pourront s'organiser dans notre Guyane. C'est vraiment très important de pouvoir échanger, de pouvoir se dire les choses et de pouvoir découvrir des personnes que vous connaissez depuis peut-être quelques décennies, mais que peut-être vous n'avez jamais eu l'occasion d'approcher pour discuter avec elles. Louis Careston me fait cet honneur ce matin. Bonjour Louis Careston. Bonjour Kylian, merci de m'avoir invité. Merci bonjour à toute la Guyane. Mais merci d'avoir répondu à mon invitation. Nous content tellement. Ah nous comptons ça pays et c'est difficile de ne pas aimer la Guyane. Ah, oui. C'est un très beau pays et quand on traite bien la Guyane, généralement, elle nous le rend très bien. Très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation ce matin. Il faut la mériter. Ah bon, on va parler de tout cela ce matin, de mériter la Guyane dans ce Boucanté. On est parti pour 1 heure et même un peu plus ensemble ce matin. Louis Careston, il y a 2 règles essentielles avant de commencer cette émission. Oui. Je vous les propose et vous me direz si vous adhérez à ces 2 règles. Comme on est le samedi, est-ce que vous permettez que je puisse vous tutoyer? Bien sûr Kylian, tout à fait. On est cool le samedi donc on se tutoie. On peut se tutoyer tout le temps parce que moi je tutoie tout le monde parce que le vouvoiement maintenant c'est dépassé. C'est dépassé le vouvoiement. Ouais. Bon, la première règle ça va, c'est validé. Et la deuxième c'est une question généralement Louis Careston quand tu n'es pas en train de gratter à ta guitare, en train d'accompagner ton épouse sur les activités que vous avez ensemble, ou en train de regarder d'un œil averti ce qui se passe sur les routes de Guyane avec les cyclistes. Bien sûr. Tu aimes bien te poser à quel endroit? Tu aimes bien méditer et t'asseoir où? J'ai pas d'endroit particulier. Ouais, c'est partout, ça peut être partout? Oui, ça peut être partout. Ça peut être partout. Là où je me trouve, je peux méditer. Ouais, tu sais, la nature, elle est belle. Hein. Ouais. Donc, et surtout, moi, on a le choix en Guyane. Sur la plage, je peux être en forêt, au bord d'une rivière. T'es plus rivière, forêt ou plage? Je suis plus rivière. Plus rivière. Ouais. Vraiment, t'aimes ça. ça. Moi, pas contre canot, puisque mon pas connaître nager. Donc, depuis longtemps, des canots, on va sur la rivière ou sur le fleuve. Ouais, t'as toujours une petite inquiétude. Je suis plus fleuve, enfin rivière que plage. Non, pas trop plage. Ouais, en tout cas, ça ressemble à l'homme Louis Careston que beaucoup connaissent depuis maintenant de très nombreuses années. Je vais résumer qui tu es. Tu es musicien, tu as été professeur, tu as été cycliste, responsable également de club. Ouais. Tu fais énormément de choses. Tu accompagnes ton épouse dans une association. Je vous avais reçu il y a quelques mois avec Ayodele Germain dans le supplément pays. La Fribomagie. Ouais, c'est vraiment un combat que vous menez. Et c'est étonnant parce que tu as une épouse qui a autant d'énergie que toi et qui arrive à t'épuiser. Oui, parce que elle est déterminée dans ce qu'elle fait. Elle réussit à vraiment à ouvrir des portes. J'ignorais qu'elle aurait cette faculté de le faire. Des portes, et je peux dire, par exemple, si on parle de fibromyalgie, qu'on vient de signer une convention avec le groupe Saint-Paul, Saint-Gabriel et Saint-Adrien. Oui, donc ça pour le suivi des personnes touchées par la fibromyalgie. Donc ça avance vraiment, et ça avance même plutôt bien. Plutôt bien. Louis, moi je t'ai découvert comme beaucoup de personnes de ma génération à travers ta musique. Pour nous, Louis Careston, c'est l'un des très bons musiciens de Guyane, jazzman, un monsieur qui est en osmose avec sa guitare. Il y a des airs de Louis Careston que l'on connaît, qui font partie de l'identité culturelle, musicale guyanaise. Lorsqu'on parle de jazz, tu es l'un des monsieur jazz de ce pays. Pourtant, tu t'en défends. Pour toi, c'est de la musique simplement. Tu dis que c'est de la musique et voilà, ça va pas plus loin. Qui sont bien meilleurs que moi dans le jazz, qui se sont spécialisés dans ça. Moi, je fais de la musique comme je ressens. C'est-à-dire que moi, comme j'ai toujours expliqué, j'ai eu un professeur d'harmonie qui n'était pas guitariste. C'était un pianiste. Je vais nommer son nom. C'était un très grand professeur d'harmonie. C'est monsieur Jeff Dilson. Je l'ai eu pendant 2-3 ans. Et il m'a dit, écoute, je suis pianiste, je ne suis pas guitariste. Alors, tu te débrouilles pour le reste. Donc, en fait, j'ai fait école. Avec ce qu'il me donnait, j'ai appris seul à mettre en place donc ces modes, parce qu'on parle de mode dans la musique d'improvisation, on parle pas de gamme, tout ça, on parle de mode.
Oui, et donc tu es parti comme ça. Pourquoi la guitare, Louis? Parce que tu fais partie d'une génération où oui, les guitaristes inspiraient beaucoup. C'était les guitaristes, vraiment. C'est quoi? C'est quelle époque? On est dans les années 60. Les années 60. Ouais. Les années 60. Ah oui, il y a les années 60. il y a de super Alors, guitaristes à cette époque. Un petit, je sais pas, ce matin je pensais à quelque chose sur les années 60. Oui. Alors, dans ma rue, il y avait plusieurs musiciens. Il y avait un monsieur Pawlowski, qui était guitariste. Et puis il y avait monsieur, alors je dis Alfred, mais c'est pas Alfred. C'est la famille Alfred. Hein. C'est monsieur Marie-Angélique, je crois, qui était, je sais pas s'il était, il jouait du banjo, s'il était guitariste. Mais en tout cas, ils m'ont fait découvrir la Sainte-Cécile. Parce que j'étais juste en face de mon balcon. Oui. Donc j'écoutais ces adultes, ces gens de notre génération jouer. Je pense que c'est ce qui m'a un petit peu poussé vers la musique, parce que je trouvais ça tellement beau. À l'époque, c'était le banjo, la guitare, la contrebasse. Ça a une sonorité particulière, le banjo. Oui. Et ben voilà, et on a quelque chose de particulier ici, chez nous, qu'on ne va pas nous voler. C'est le banjo à la guitare. Ah oui. Ben oui. Tous les guitaristes de carnaval, eh bien, ils font du banjo à la guitare. C'est le style, la manière de gratter. La manière de gratter, c'est comme si c'était un banjo, c'est bon. Ben oui. Ouais. Oui. Ça, c'est typiquement guyanais. C'est typiquement guyanais. On trouve ça nulle part ailleurs. Il est piqué pour voler, nous, ça, là. Il y a voler, nous, pas de bagaille, mais ça, là, il est piqué pour voler. Donc, cette manière de gratter, j'apprends des choses ce matin, cette manière de gratter, que l'on voit notamment pendant le carnaval, où c'est assez rythmé et tout. C'est parce que nous avons été bercés par cet instrument. Mon père avait même un banjo aussi. Et moi, cet instrument m'a beaucoup marqué dans ma jeunesse. Donc, ceux qui étaient déjà une génération avant moi, on commençait à essayer d'imiter le banjo à la guitare. Okay. Et on y arrive bien maintenant. Louis, on va revenir, allez, on va revenir 40 ans, 50 ans en arrière. Oui, on peut. On revient et même un peu plus loin. Oui. Tu es de Rémière-Montjoly. La famille Caristan. C'est à la suite de l'éruption. Oui, donc, ma famille a débarqué à... Ta famille fait partie de ces Martiniquais. Oui, qui sont venus, qui ont quitté la Martinique. Et qui ont été accueillis bien par justement la Guyane. Rémière-Montjoly. Tellement bien accueilli qu'il y a une rue Louis Caristan, qu'il y a une plage Louis Caristan. C'est lequel? C'est ton grand-père? Je pense que c'est mon grand-père, parce que mon père nous parlait très peu de la famille. Donc moi, je n'ai pas beaucoup de repères, mais je pense que c'est mon grand-père. Comment s'est passée ton enfance? Comment lorsque on est dans les années 50, 60? Les années 60. Les années 60. On est tout jeune, est en Guyane. On est à Rémière-Montjoly, où c'est loin d'être comme c'est aujourd'hui. Non, c'était vraiment une grande famille qui avait à Montjoly, mais une grande famille, une immense famille. Oui. On se réunissait autour de feux de camp. C'était vraiment une vie saine, une vie d'amitié, une vie d'amour, une vie de partage. Et ça, je m'en souviendrai. C'est à ce moment-là qu'on crée les valeurs qui vont nous servir durant toute une vie. Bien sûr. Pourquoi je suis comme ça aujourd'hui? Pourquoi j'aime tant l'humain, les gens, j'aime le contact avec les personnes, j'aime créer, j'aime être dans des associations pour donner des idées, pour échanger, partager. pour faire évaluer. Oui, j'aime beaucoup partager. Moi, je donne tout ce que je connais, tout ce que la vie m'apprend, je donne aux autres. Donc on est dans les années 60, le jeune Louis Caristan à Rémière-Montjoly, qui vit autour de cette famille où il y a beaucoup d'échanges. À l'époque également, années 60, il y a aussi quelque chose qui marche très bien en Guyane, qui est le scoutisme. Oui, j'ai été éclaireur de France. Éclaireur de France. Oui. Ça s'est passé comment? Parce que le scoutisme également, quand on en parle notamment avec Armand Hider, c'est l'une des principales écoles de la vie, des Guyanais de cette génération. Bien sûr, j'ai été louveteau, comme on disait. Ouais. Louveteau, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment quand on commence. C'est le premier grade. Le premier grade, et après éclaireur. Donc j'ai été éclaireur avec je me souviens, une chef qui s'appelait Toutoun, mais c'est plus son nom de famille. Oui. Et j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à vivre sous des tentes, en pleine forêt, là où il y a la base spatiale maintenant. Nous allions en grand lac. Ça faisait peur parce qu'il y avait des babounes. Ah oui, ça fait du bruit le soir. Ça fait du bruit. Fait énormément de bruit. Et la nuit, on avait peur. Donc j'ai vraiment l'école de la vie. J'ai appris beaucoup de choses. Oui. Notamment l'amitié. Tu es quelqu'un qui, lorsqu'il donne son amitié, est d'une fidélité indéfectible. C'est très rare quand tu donnes ton amitié que ça ne marche pas. On en parlera. Pourquoi je dis ça? Parce que en 2016, si je me trompe pas, en plus tu es quelqu'un de très discret, mais quand tu parles de tes blessures et que tu les partages avec les autres, il y a parfois des choses où même quand
ne connaît pas l'histoire, on est touché par ça. C'était dans le milieu du cyclisme. On va en revenir, on revient dessus d'ici quelques minutes. Mais on va rester dans cette période, Louis, où tout se passe bien pour toi. Est-ce que quand on sort un peu de l'adolescence, on avance de quelques années, on sort de l'adolescence, on commence à réfléchir un peu à ce qu'on voudrait faire plus tard. Est-ce qu'on arrive à se projeter à ce moment-là sur ce qu'on a envie d'être, ce qu'on a envie d'exercer comme profession? Oui, moi, bien sûr. Comme je l'ai dit déjà, hein, je le retire à chaque fois. Moi, à 12 ans, je savais ce que je voulais faire. Tu voulais faire quoi? La musique. De la musique. Ouais. 12 ans, dans les années 60, dire déjà, je veux être musicien. Oui, comme je l'ai toujours dit, mon père m'a posé la question, je lui ai dit, je vais faire de la musique. Oui. Voilà. José Semedo avait dit la même chose. Ouais. La musique. Qu'est-ce qui t'avait, comme ça, attiré dans le monde de la musique? Qu'est-ce qui t'avait donné cette flamme musicale? Je pense que c'est une vocation parce que mon père déjà chantait souvent. Oui. Et jouait du banjo de temps en temps. Donc je pense que j'étais bercé. Tout bébé, hein, il jouait. Donc c'était présent à côté de toi. Ça rentre. Dans le conscient, quoi. Dans l'inconscient même, ça rentre. Et je crois que mon père peut-être m'a guidé dans ma voix. Ouais. Cette voix c'est une voix qui est la voix de la musique. La voix de la musique, donc tu voulais être musicien. Oui. Ça s'est passé comment, le cursus scolaire, et après comment... Le cursus scolaire, j'ai quitté l'école tôt. Oui. Parce que pour raison de maladie, après j'ai dit à mon père, j'ai pas envie de retourner à l'école. Ça te plaisait pas? Ça me plaisait pas, le lycée, tout ça, le collège, ça ne me plaisait pas. Je lui ai dit, écoute, j'ai envie de faire des études de musique, je vais être musicien. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Oui. Il t'a accompagné? Non, oui, il m'a accompagné. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. Hein. Il m'a accompagné au début. Et puis ensuite, j'ai dit, bon, papa, je vais créer un orchestre avec mes frères. Donc j'ai créé un orchestre où c'était le trio Caristan. Le premier orchestre. Le premier orchestre Flamingo, le trio Flamingo, mes deux frères. Et puis ensuite, sont venus je ne sais pas, ils ont entendu que je voulais former quelque chose. Je ne sais pas qui a donné l'information, a passé l'information, mais je sais qu'il y a 5 musiciens. Ils sont arrivés. J'oublierai jamais, qui ont débarqué chez moi, qui m'ont dit, on vient compléter le groupe. Jocelyn Furcy, Éric Tribord, Innocent Théodore, et Emmanuel, comment il s'appelle celui-là? Mano, Emmanuel, j'oublie son nom, parce que c'est vieux, hein. J'oublie, ça me reviendra. Emmanuel, voilà. Ils sont venus, ils m'ont dit, écoute, on était dans un groupe, ça n'a pas fonctionné. Est-ce que ça... Je dis, bien sûr, c'est ce que j'ai toujours rêvé d'avoir un groupe. Et on a monté le groupe, les Flamingos. Les Flamingos, qui a eu son petit succès d'ailleurs, ce groupe. Qui a eu son petit succès. Énormément marché. Pourquoi? Parce que je me suis renseigné. Alors, tu sais, ce qui est toujours dérangeant dans notre beau pays, la Guyane, c'est que nous sommes en pénurie d'archives et pour préparer une émission comme celle-ci avec toi et retrouver des archives, c'est toujours très compliqué. Mais il y a quand même des personnes qui ont de très bons souvenirs et qui rappellent de cette époque, qui parlent de cette époque des Flamingos qui faisaient partie de ces groupes d'ailleurs, parce qu'il y en avait tout plein de groupes. Mais ce qui faisait la différence des Flamingos, c'était déjà ce qui fait ta caractéristique, c'était la rythmique que vous aviez. Oui. Il y avait une rythmique très particulière. Elle sort d'où cette rythmique? Et c'était laquelle? C'est de moi. C'est ça ce que tu as? C'est pourquoi moi, quand je fais de la guitare maintenant, on me dit tu as un style particulier. On reconnaît ton style à chaque fois. Oui. Déjà à l'époque, t'avais quel âge lorsque les Flamingos ont été créés? 16 ans. 16 ans. 16 ans. Ouais. Pendant que certains jouent au foot. Ouais. Toi, je jouais au foot aussi. Hein, j'ai joué au foot. Hein. À la Jeunesse Saint-Georges, mais j'ai pas joué longtemps parce que c'était un peu compliqué. C'était l'époque où il y avait des cadors, il y avait les Eric Edwige, c'était compliqué à l'époque, ouais. Et il y avait Claude Koumba, tout ça, c'était très compliqué. Donc j'ai formé les Flamingos et puis j'ai un peu délaissé le vélo, pas le vélo, pardon. Le football. Le football. Le vélo, c'est après. Ouais, c'est après. J'ai un peu délaissé le football et je me suis vraiment mis à fond. Et vraiment les Flamingos, je rêvais d'un grand groupe, d'un groupe qui marche bien. On l'a fait. Pourquoi on l'a fait? Parce qu'on avait des chanteurs extraordinaires, qui étaient qui avaient des personnalités énormes. Et mon frère Serge, bien sûr, avec une voix fantastique. Il y avait Éric Tribord qui avait une personnalité particulière. Éric Tribord défunt, bien sûr, comme on le sait, qui est décédé jeune. Et aussi qui est décédé jeune, particulièrement doué, Hector Roméo Choune. Voilà, et puis ensuite, il y avait bien sûr Jocelyn qui avait un coup de guitare. Déjà à l'époque, Jocelyn Furcy avait déjà le coup de guitare qu'on connaît. Oui, il avait déjà ce coup de guitare, qu'il a perfectionné après lorsqu'il est parti dans l'Hexagone, puisqu'il a joué dans l'Hexagone, je ne sais plus dans ce groupe, il a joué dans l'Hexagone. On n'a pas pu le récupérer dans l'Hexagone parce qu'il y a l'histoire des Flamingos qui se sont retrouvés dans l'Hexagone. Oui, alors les Flamingos ne sont pas restés qu'en Guyane. Non. Justement. Et puis, je voudrais quand même parler d'une chose très importante concernant les Flamingos.
nous avions un succès énorme lors des entr'actes au cinéma. Oui. Et une dame qui nous a repérés. Alors peut-être que tu vas m'aider sur le nom de ce médecin qui avait donc à l'époque, je crois, la clinique qui est sur la rocade Zéphyr. Ce médecin, comment on appelle ça? Oula. Ah ben, c'est sa femme en fait, Oui. qui un jour a dit que ce groupe m'intéresse et j'ai envie de lui faire une tournée sur Saint-Laurent et Paramaribo. Parce que il faut expliquer également aux auditeurs qui nous écoutent que les échanges avec le Suriname se faisaient facilement à Oui, l'époque. Hein. C'était vraiment la grande région. Une Grande région. fois qu'on passait de l'autre côté de la Guyane vers l'ouest, ah ben Paramaribo c'était une évidence. Et les groupes guyanais étaient très appréciés et avec qui j'ai fait cette tournée, elle restera mémorable. Elle nous dit, je vais vous mettre un chanteur avec vous, José Sebelloué. José Sebelloué. Oui, a fait cette tournée avec nous et son frère qui chantait à l'époque, et André Charles. Donc nous avions les deux chanteurs. En plus des 4 chanteurs que nous avions déjà, il y avait José et son frère. Oui, donc c'était une belle aventure avec magnifique aventure. Les Flamengo. Ouais. Ça t'a conforté dans l'idée que tu voulais vraiment vivre de la musique, vraiment faire ça et aller plus loin, parce que on peut se contenter de ce succès que l'on a, ce succès régional, et se dire ok, ben je vais surfer dessus. Mais toi, tu avais une exigence, tu voulais encore plus grand. Je voyais grand, peut-être trop grand parfois, qu'on me disait que tu es rêveur. Il faut on rêve jamais trop grand. Ben, je rêve grand moi parce que les gens me disent mais quand tu fais de la musique, quand tu sors un album, c'est toujours travaillé, c'est toujours... Je dis, ouais, mais parce que moi, je vois grand. Donc, quand j'ai un projet, ce projet-là, je veux qu'il n'y ait aucune faille. C'est-à-dire, si à un moment donné, on arrive à un endroit où, ah ben ça va pas là, on va pas dire, ben, on va le laisser comme ça. Je dis, non, on s'arrête là, on cherche. Il faut qu'on trouve ce qui ne va pas. J'ai trouvé justement une anecdote concernant l'un des titres de Flamengo. C'était lors d'une répétition. Oui. Et pour ceux qui connaissent un peu la musique, vous savez que dans les répétitions, il y a parfois des titres qui sortent de ces moments d'improvisation. Oui. Et même dans l'improvisation, tu savais exactement ce que tu voulais faire et tu as fait répéter plusieurs fois aux membres de ce groupe oui. Cette partie de guitare qui devait changer de rythme à un moment bien particulier oui. pour accélérer et redescendre, parce que ça aussi c'est ta rythmique également bien particulière, et tu les as fatigués avec ça en fait jusqu'à ce que tu aies exactement ce que tu voulais. J'étais un chef d'orchestre assez exigeant, hein. Moi je demandais beaucoup, et Jocelyn Furzi qui est mon ami sait très bien que moi j'étais après lui comme ça, non c'est pas bon, tu me refais ça, c'est pas en place Jocelyn. J'étais très exigeant. Pourtant jeune, j'étais jeune. Quand j'ai dirigé ce groupe, j'avais 17 ans. Hein. T'avais 17, 18 ans à peu près, et tu savais exactement ce que tu voulais. Ouais. Là, et au point que certains se disaient, mais que ça devenait obsessionnel chez toi. On a l'impression que tu dormais pas. Si, mais quand je me réveillais, c'était musique. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais apporter de nouveau aujourd'hui? Et j'aime l'innovation, j'aime chercher, je cherche beaucoup. Pas toujours, mais je continue à chercher jusqu'à maintenant. Oui, ça s'entend sur les albums. On va avancer de quelques années. Louis, donc il y a l'histoire des Flamengo en Guyane, ça marche bien. La tournée dans l'Ouest qui marche également. Le Suriname qui est un franc succès. Le Suriname qui était la base arrière de la Guyane pour les musiciens. Tout à fait. Puis je voulais dire aussi Monsieur Jean-Baptiste qui nous avait vraiment pris pour des jeunes. Il nous a dit, écoutez, j'ai besoin de vous. Et il nous faisait jouer donc à la cave, l'ancienne cave sous le cinéma. Absolument. Ouais. C'est un peu ce qui se faisait en Europe, et on avait ici en Guyane des lieux dédiés aux musiciens et aux groupes que l'on pouvait découvrir et écouter des vrais bons groupes en live. Ça permettait de voir également ceux qui sont aujourd'hui, depuis maintenant quelques décennies, les patrons de la musique guyanaise. Ça s'est passé comment après lui, une fois qu'il fallait quitter la Guyane? Oui. Alors c'était un petit peu douloureux parce qu'il fallait que je quitte le groupe que j'aimais beaucoup. Mais c'était important parce que c'est ma carrière, toute ma vie était en jeu. Mon père m'a dit, écoutez, je pars il partait en congé bonifié, donc parce qu'à l'époque, il pouvait cumuler, ça se fait plus maintenant, donc il pouvait cumuler jusqu'à prendre 1 an de congé. Donc j'ai dit, eh ben, c'est l'occasion. J'ai dit, papa, dès que j'arrive dans l'Hexagone, première mission, inscription au conservatoire. Ce que tu as fait. Ce que j'ai fait. Donc j'ai fait 8 ans dans le même conservatoire. Et entre-temps, j'ai fait 3 ans de formation au CIM avec M. Jebdilson, justement.
Donc là, tu es passé encore à un autre niveau. Le conservatoire a une exigence de travail. C'est très compliqué le conservatoire, avec notamment des gammes à retenir parce que il faut il y avait trop de choses, il y avait trop de gammes, trop de choses à retenir. La technique devait être parfaite. Ça peut dégoûter un peu parce que toi, t'es quand même quelqu'un qui joue d'inspiration. Ça m'a pas dégoûté, mais j'ai été vraiment époustouflé par des jeunes lycéens qui avaient un niveau technique, mais hors norme. Alors quand moi j'arrivais, je disais, mais écoutez, moi je rentre le soir à 7 heures fatigué, je travaillais, je prends ma guitare, je fais 1 heure, et après je vais dormir, c'est tous les jours comme ça. Et puis je leur dis, mais vous faites combien d'heures de guitare par jour? Ils me disent, ben on s'arrange avec nos cours et on arrive à faire entre 5 et 8 heures. Et bon d'accord, j'ai compris. Moi, je ne suis pas de votre niveau. Parce que vraiment, c'était très difficile parce que j'ai passé ce qu'on appelle des cycles. Hein. Oui. Ça s'appelle des cycles hein, dans la musique classique. Donc, premier cycle, première année jusqu'à 3e année. Ensuite, deuxième cycle, première année jusqu'à 3e, etc. Donc, moi, j'ai passé jusqu'au 3e cycle. Mais quand je suis arrivé au 3e cycle, j'ai vu que c'était un peu barbant pour moi parce que c'est pas mon truc, quoi. La musique comme ça, étudiée, lue. Non, c'était vraiment de la musique spontanée. C'est vraiment jouer et partager. Mets ton casque, lui, 10h27 ce matin. Louis Caristan est mon invité dans le premier boucanté de cette saison 2023. Bienvenue à Radio Pays. Bonjour. 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 Comment allez-vous? Ça va très bien. Nous là. Ah oui, mais m'obliger une force à mon collègue, enfin à mon phare dans la vie. Loulou, bonjour à René. René, ça y fait. C'est tout même beau. Je vais ça va faire mon rouge en France. Mais, ah ouais. Parce que ça va arrêter que la matière, dans le cas de l'occasion, que la matière. Bon, oui. Tout à fait. Non, pas canon, mais à mon frère de misère. Qui frère de misère? Ben oui, ici, Kelly. Même si c'était déjà non groupe à mon bras, mais moi dis moi 3 frères, comme on dit moi 2 frères, nous t'es 3. Eh ben. Moi dis moi des 2 frères. Non, moi dis moi 2 frères. Donc moi qui moi 2 frères, ça fait 3, ça fait Eli, Serge, Kémo. Ok, parce qu'après ça, monsieur a roulé tout seul, monsieur a oui. parce que mon t'a attendu. Tout à fait. Oui. Monsieur allez Willy Suite. Moi savais René, moi savais toi ça fan de Willy Suite. Il n'y a pas de problème. Oui, mais un mot fort de misère, tout ça. Mais oui. Oui. Bon, ben, mon combat pour ça, ok? Force ça, ouais, nous savons nous élever ensemble, on a même casa. Donc René, pas de problème, rien pas changé. Rien pas changé. Yes. Ça fait radio pays quand même. Yes. Voilà, c'est le principe également de se rappeler des souvenirs. Willy Swick. Oui, c'est mon frère. Bon, il fait du reggae. Oui. Donc il fait du très bon reggae. L'album qui est sorti d'ailleurs récemment, il a été reçu par Malik Katayed il y a quelques mois. L'album, il est très bon. L'album, il est très très bon. Toi, t'es pas très reggae. Ah si, quand même. Ah si, je ne me suis pas spécialisé, mais comme je l'ai toujours dit... Tu joues de tout. J'ai tous les disques de l'époque. Third World, Steel Pulse, Max Romeo, Bunny Wailer, Burning Spear, Bob Marley, bien sûr, le maître. Obligé. Celui qui a été assassiné aux États-Unis, comment il s'appelle, celui-là j'ai oublié, que j'aime beaucoup aussi. Non, j'ai Aswad, j'ai plein de disques de reggae. Non, moi, c'est une musique que j'aime énormément. Mais je n'en fais pas. Mais tu n'en fais pas. Non, c'est pas ma spécialité, donc je n'en fais pas. Mais j'écoute beaucoup le reggae, j'aime beaucoup. Et puis, moi, je vais pas oublier de parler quand même d'un groupe mythique en Guyane, les Blackwood. Les Blackwood, ouais. Ah ben oui. Donc non, j'aime beaucoup le reggae. Les Blackwood, j'ai été vraiment un fan des Blackwood. Quand tu étais à Paris au conservatoire, Louis, t'as pu côtoyer des Guyanais également qui étaient présents. T'as eu l'occasion de jouer un peu avec eux parce que il y avait des Guyanais qui avaient fait le même chemin que toi. Mais je n'ai croisé aucun. Aucun. Non. C'est les mêmes membres de Flamingo qui n'ont pas fait de conservatoire comme moi que j'ai croisé là-bas. Nous avons reformé le groupe à Paris. L'aventure de Flamengo à Paris. Oui. Ça se passe comment? Eh ben, je sais pas. J'étais chez moi tranquillement à Villiers-le-Bel et on me dit qu'on reforme le groupe. Ben, moi, je dis, il n'y a pas de problème parce que Innocent Théodore est arrivé à Paris, Jean-Marie Taubira, qui était le manager à Caen, est arrivé à Paris, mes frères sont là, Fursi peut-être n'est pas là, mais on a Émile Romain qui était notre voisin, notre ami d'enfance, qui est là, qui est né dans la même rue que nous, et qui était là, donc il a remplacé Fursi.
Et puis on a remonté le groupe comme ça. Le groupe s'est fait tranquillement, on a remonté le groupe. Il y avait d'autres amis, Albert Sénac, il y avait d'autres avec bien sûr l'expérience et la maturité que chacun était en train de prendre. Ça change la couleur musicale d'un groupe ces années qui viennent s'ajouter. Oui, parce que en fait, j'ai changé ma façon de jouer. Alors tout le monde me disait, mais c'est bizarre, tu joues avec les doigts maintenant. J'ai dit oui, parce que j'avais du classique. Donc ça a changé mon jeu, effectivement. Et puis tout le monde avait évolué parce qu'Émile Romain avait fait un très très beau parcours aussi. Et on avait quand même des musiciens plus affirmés. Furcy, il nous donne un coup de main de temps en temps, mais il avait son groupe. Et puis, Innocent Théodore avait un petit peu plus travaillé la batterie. Bon, le groupe avait quand même évolué. Il y avait une évolution dans la façon de jouer de tous les musiciens. Ça se passe comment après? Parce que quelques années en France, t'es resté combien de temps? 9 ans, presque 10 ans. 9 ans, presque une décennie. Ouais. Le retour en Guyane après? Ben, je suis revenu un peu trop tôt parce que je n'ai pas fini justement mon cursus au niveau de ce que j'appelle le CIM, où j'avais entamé maintenant mes études sur le jazz, vraiment. C'est pour ça que je dis toujours que, bon, le jazz, j'ai pas terminé ma formation, donc j'ai dû rentrer parce que, bon, mon ex-épouse a une mutation et il a fallu qu'on rentre. On nous a dit, bon, ça sera Paris, via Cayenne, Saint-Laurent. Ah oui. Ah ouais, pas de blague. C'est clair, c'est précis, Ouais. c'est précis. Donc le retour en Guyane, bien sûr, la musique ne s'arrête jamais. Non. Tu continues à gratter un peu. À Saint-Laurent, oui. À Saint-Laurent. Et je suis surpris de voir un jour débarquer chez moi Jean-Pierre Beaujotin. Ah Et bah puis, il y avait un autre, je sais pas, il y avait un autre, je sais pas. Il y avait Rolando Chrétien à l'époque qui était aussi, qui a joué. Il me dit, écoute, ça te plairait de jouer avec nous, les Rapaces. Je dis, mais comment? Les Rapaces, c'est un groupe que j'aime beaucoup. Et puis bon, moi, je m'attendais pas à ça. Et j'ai évolué dans les Rapaces, le temps que j'ai passé là-bas à Saint-Laurent. Ils sont venus te chercher, hein. Ils sont venus, je ne sais pas pourquoi, alors que généralement à Saint-Laurent, ils aiment bien être entre eux, Ils restent famille. entre eux, ouais. Et moi, puis, ils sont venus me chercher. Il y a déjà beaucoup de très bons musiciens à Saint-Laurent. Excellent, Et il y a excellent. également de très Les très bons chanteurs, guitaristes. chanteurs et les chanteurs. Moi, quand j'entends le groupe Sweetway, quand j'entends les gars chanter, ce qu'ils ont fait, c'est ce duo de chanteurs. C'est bien. C'est super bon ça. C'est super bon. C'est super bon ce qu'ils font les Sweetway. Ouais. Et il y en a également tout plein. Non, il y a tout plein. Tout plein, on le voit. De toute façon, pour ceux qui ont déjà pu écouter des groupes de Saint-Laurent en live, il y a quand même de super choses à écouter. Donc, tu es à Saint-Laurent, tu fais partie des Rapaces, ça se passe super bien. Super bien. Avec à Saint-Laurent une rythmique un peu particulière. Particulière. Ça Ils ont joue, une façon de ça joue jouer. différemment de. Alors, ouais. J'ai dû réapprendre, pas réapprendre à jouer, mais à changer parce que. Franchement, ils ont une façon. Avec les changements, ils sont différents les changements. Les Rapaces, les gars de Saint-Laurent, ils ont une façon à eux de jouer. Ouais. Et quand ils jouent, c'est du haut niveau. Parce que moi, ces gars-là arrivaient à prendre les morceaux de la Perfecta. Je me demande comment. Mais ils jouaient ça super bien. Et toi, tu t'es intégré dans le lot et tu t'es vraiment bien amusé à l'époque. Bien amusé. Parce que des gars super sympas avec super moi. camaraderie avec ces gars-là. Beaujotin, les frères Rogier. Il y avait Christian Plénette à la basse. Il y avait, oh là là. Il y avait, je le dis encore, je le dis tout à l'heure, le chanteur là. Jean-Pierre Beaujotin? Non, le chanteur Michael Jackson guyanais. Ah, Rolando Chrétien. Rolando Chrétien qui était chanteur aussi. Donc c'était un super groupe. Et puis il y avait aussi, faut pas oublier, il y avait aussi Rogier et Sylvain Rocher. Ouais. Ah oui. Sylvain. Oui. Les premiers pas. Oui. Les premiers pas, d'ailleurs, qui ont été confirmés avec Azika, si je me trompe pas. Azika. Qui était, comment on peut dire ça en français, qui était, c'était des musiciens de Rapaces. Oui. Oui, absolument. Sylvestre Saül également. Donc il y a vraiment toute une génération que tu as vu émerger aussi. Oui. Donc après cette période saint-laurentaise, retour à Cayenne. Retour à Cayenne. C'est à ce moment que le cyclisme arrive? Pas tout de suite. Mais je commençais à pédaler comme les coureurs du dimanche, à faire des petites sorties, tranquille. Mais j'ai intégré un groupe tout de suite quand je suis rentré ici à Cayenne. C'était le groupe à l'époque, comment ça s'appelle ce groupe, les New Burning. Les New Burning, oui. Ouais. Voilà, que j'ai intégré. Et ce groupe, j'y suis resté 4 ans. 4 ans, et bon, ça s'est bien passé parce qu'on animait des soirées, et puis surtout on animait le dimanche à l'Oasis, là, à Montsinéry. Ouais. Voilà. Ah, c'était une sacrée époque, cette époque-là, l'Oasis. Tous les dimanches. Ce groupe-là, ça a bien fonctionné, parce qu'il y avait de très bons musiciens quand même dans ce groupe. Hein.
Silvio Célestine notamment, qui Ouais. est loin. De Saint-Georges, Ouais. Silvio Célestine de Saint-Georges. C'est de Saint-Georges, voilà, l'homme de Saint-Georges. Exactement. Ah ouais, il y avait Miati, Roberto, Ouais. il y avait pas mal de musiciens. Bon. Des Il y avait des personnes. le chef d'orchestre, Germain Barbe, il y avait. Donc il y avait des personnes qui maîtrisaient déjà la musique Ah et oui. qui savaient ce qu'elles voulaient. Oui. Je me suis posé une question. On va parler, on va faire une transversale sur ta vie de cycliste parce que tu as commencé, tu l'as dit, par faire des petites sorties comme ça à Comme Nodine ça. à vélo. Et il y a- Lui, à quel moment on bascule des sorties Non, pour se faire plaisir ça, c'est- aux compétitions? Ça s'est passé à Saint-Laurent. Alors ça, c'est beau. Avec, je dirais merci Franck Sophie, s'il est à l'écoute. Merci Francky. C'est grâce à Franck Sophie, ou à cause d'eux, parce que c'est un sport dur, que j'ai fait une carrière cycliste. Franck Sophie était venu à Saint-Laurent une fois, comme il est de Saint-Laurent, Mhm. et j'avais organisé une petite course du pont de Sosaba à Saint-Laurent, avec les militaires et puis avec quelques Saint-Laurentais. Et il s'avère que Franck Sophie, qui courait, qui était junior, je crois, à l'époque, pensait faire un festival et il n'a pas réussi à me lâcher. Il m'a lâché 1 kilomètre de l'arrivée. Lui-même, on est rigolé l'autre jour, on en parlait encore l'autre jour. Il me dit, puisque comme j'étais avec lui, il me dit, ah ouais, c'est vrai. Il me dit, je comprends pas, vous aviez un vélo de ville, un vélo avec garde-boue et tout, vous autres arrivez de chez Bémo. Il me disait ça comme ça. Il me dit, et c'est qu'il m'a dit, mais tu devrais faire de la compétition. Et c'est lui. Après, quand je suis rentré à Cayenne, je n'avais pas encore. Après, j'ai pensé à ce qu'il m'avait dit. Il m'a dit que tu es doué, tu t'es trompé de sport, tu aurais dû faire du vélo. Il m'a dit, fais du cyclisme, et c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment m'entraîner sérieusement. C'est une histoire d'amour, le cyclisme et toi, lui. Ah oui. C'est une histoire Ah oui. d'amour, mais une histoire d'amour comme on peut en voir avec entre les hommes et leur sport. C'est quelque chose que tu aimes tellement. Moi, je t'ai découvert vraiment cycliste lorsque nous avons, à un moment donné, décidé sur Radio Pays de diffuser le Tour de Guyane et on avait les commentaires de Louis Caristan. Oui. Et j'écoutais comme tous les Guyanais à la radio Oui. et beaucoup de Guyanais qui ne connaissaient pas, dont moi, avons découvert ton expertise en cyclisme. Oui. Et surtout, ce que nous avons tous aimé, c'est ce discours sans concession concernant les efforts qui étaient faits ou ne pas faits. S'il y a une chose que j'ai retenue de ce que tu disais, c'est que tu n'aimais pas les tricheurs. Alors, on ne parle pas Non. de ceux qui se dopent, on parle de ceux qui se cachent dans le peloton Oui. et qui ne font pas les efforts nécessaires. Voilà, et qui viennent gagner après. Je n'ai jamais aimé ça. J'ai toujours demandé à mes coureurs de rouler. Le plus souvent, bon, 90%, il y en avait toujours un ou deux qui se cachaient, comme tout le monde. Mais moi, mes coureurs, ils avaient une mission de faire la course. Ce que s'appelle faire la course. Animer la course, vraiment. Animer, oui, faire la course, c'est animer la course. Parce qu'il y a des coureurs, ils sont là, ils se cachent, et puis après, à l'arrivée, ils sont frais, ils vont gagner. Mais moi, un gars qui roule, qui prend des relais, qui est dans des échappées, qui essaie de partir combien de fois, et après, qui vient gagner, je dis bravo. Mais un gars qui se cache, et puis après, il gagne à l'arrivée. Ouais, c'est une stratégie qui, toi, ne te plaît pas. Oui, j'étais très dur, moi. J'étais très dur avec moi-même quand j'étais cycliste, donc je ne pouvais pas mettre la médiocrité de la part de mes coureurs ou de certains coureurs dans le peloton. Le premier club que tu as intégré lorsque vraiment tu as décidé... l'USL Montjoly. L'USL Montjoly, bah, c'est retour à la maison. Retour à la maison, mais ça peut être une belle expérience. Ouais. J'étais franc, hein. Ils le savent, hein. Ça peut être une belle expérience parce que je n'ai rien appris, en fait. Toi, tu voulais apprendre des choses. Oui, parce qu'il y avait des coureurs confirmés, là. Il y avait des grands coureurs. J'ai rien appris. Oui. Donc, après, je suis allé dans un autre club qui s'appelait donc à l'époque la ZEM, l'Étoile Montjolienne. Et avant, est-ce qu'il n'y avait pas un autre nom avant? Je ne sais même plus. Il y avait un autre nom avant. Et ça ne m'a pas... Parce que je suis un perfectionniste. Tu es hyper exigeant. Oui, exigeant. Je ne l'ai pas aimé. Je dis, bon, ben, comme maintenant j'ai évolué, je vais retourner à l'USL Montjoly. C'était une erreur. C'était une erreur. Il fallait pas. Il fallait pas. Ça s'est très mal passé. On prend des appels ce matin. Lui, Caristan est l'invité de Boucanté sur Radio Pays. Bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bonjour les personnes qui sont sur le plateau, c'est Max. Maxou, ancien qui a couru avec moi. Ah, Maxou a couru avec moi. Justement, c'est parce que vous étiez dans la partie vélo que j'ai profité de faire un petit coucou à cet homme. Alors, il faut savoir, chers auditeurs, que Lolo Caristan, c'est... Je crois qu'il y a en Guyane, parce qu'on parlait de vélo, vous avez des spécialistes de préparation des cyclistes. Vous avez Louis Caristan. Vous avez, je ne sais pas, Loulou, si tu te souviens de Gamiette, un Guadeloupéen. Oui, bien sûr. Gamiette, je me souviens de Gamiette. Il est encore là, l'électricien, oui.
Exact. Denaïs, Kondo, Xavier, ce sont des gars qui peuvent préparer des pipeaux aussi, Pipo, des Mathieu. techniciens aussi, Ouais. voilà, qui peuvent préparer des cyclistes guyanais. Mais vous savez, dans ce monde du vélo, il y a beaucoup d'hypocrisie et on n'arrive pas encore à donner à la Guyane une victoire du Tour de Guyane comme avant. Et tu sais ce que j'en pense, avant. Maxou. Tu sais ce que j'en pense. Voilà. Un grand coup de balai, je dis. Je suis direct dans ce que je dis. Mais même pas le coup de balai, comme tu dis, mais chercher la bonne personne. Parce que la préparation, à mon avis, puisqu'on a fait du vélo ensemble, hein, Lolo. Bien sûr, Maxou. Étoile Montjolienne, c'était le président, c'était Daniel Lapopéronne, oui, bien sûr. On a sûr. roulé avec René Charles-Nicolas, René, bien sûr. Léo, Dunègre, qui était... Dunègre, bien sûr. Tous ces gens-là, à l'époque, je faisais les deux. Je faisais l'athlétisme. Je me souviens. Et le vélo, et le cyclisme. Et le vélo. Ouais. Et je fais un coucou aussi à l'ex-président, M. Daniel Sinaï, hein, qui a fait son show. Ah, bien sûr, un grand président de comité, c'était Léon Barbe qui joue la guitare aussi, comme toi. Oui, c'est Léo. Mais quelque chose d'extraordinaire. Alors, tu parlais de musique. Tout à l'heure, là, tu parlais de guitare. Oui. Moi, j'ai fait mon service militaire en Guyane en 1972 à Saint-Laurent-du-Maroni. Oui. Et quand on est arrivé au camp du Tigre, il y avait une petite salle de musiciens. C'était à l'armée, hein, RSMA. Oui, bien sûr, oui. Et il y avait un monsieur qui jouait de la guitare, mais il jouait la guitare un peu comme les Africains. Il roulait. Oui. Alors je dis, mais je ne le connaissais pas. Hein. Je dis, mais qui c'est ce monsieur? C'était l'ancien maire de Saint-Laurent. Dis-moi son nom. Léon Bertrand. Oh là là, Léon Bertrand. Monsieur Bertrand. Je crois qu'il a fait décédé aussi. Oui, avec son groupe, les difficiles. Avec son groupe, les difficiles, bien sûr. Voilà. Et c'est ce coup de guitare-là qui se rapproche beaucoup de toi. Oui. Et qui, tu as glissé vers le jazz. Oui. Mais il faut dire aux gens, c'est pas jazz seulement qu'à jouer. Hein. Non, je peux jouer d'autres musiques. Il joue de tout, il joue de tout. Oui. C'est quelqu'un de complet. Alors voilà, c'est pour ça que je voulais faire un petit coucou ce matin à ce monsieur. Il faut savoir que c'est un monsieur un petit peu, je ne vais pas dire timide, mais réservé. Un homme qui est très patient. Je crois que c'est ce qui manque dans la musique et au sport. Il faut être très, très, très patient. Et dans la politique aussi, il faut attendre. Voilà. Des fois, on est trop pressé pour la victoire, mais je reviens au vélo. Pour préparer un cycliste, c'est rare que je vois des cyclistes en groupe qui vont faire un petit footing. La semaine d'après, qui iront dans une piscine faire aquagym. Vous voyez, il faut compléter. Le cycliste, c'est pas rien qui tourne, Jean Moulin. Je me souviens, Max, mes coureurs étaient préparés de A à Z. Hein. C'est pour ça qu'on avait des résultats. C'est pour ça que je le dis, parce que tu m'en avais parlé, et je dis, Loulou, c'est dommage qu'on t'a pas donné la clé. Justement, tu sais, la clé, effectivement. On va en parler tout ça. Je voulais la clé, mais on a refusé de me donner la clé. Merci de votre appel. Et puis, passez une bonne journée. Allez, merci beaucoup. Merci, Maxou. On prend un autre appel. Merci de votre patience. Radio Pays, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, bienvenue. Allô, oui, bonjour. Loulou, comment vas-tu? Moi, ça va, Barognon. Barognon, oui, me raconte tout. Un fan de toi, tu sais comment je suis. Mais je sais, bon, Barognon m'en fait barreau. C'est ce que tu as fait oui. pour le sport. Tu sais, ouais, j'ai donné beaucoup, mais bon, tu sais que j'ai... À l'étoile, tu as couru à Montjoli. Tu étais là avec Lucien. Oui. Moi, je dis, il y a deux grands gars qui peuvent faire du bien au cyclisme guyanais, c'est toi et Lucien Buzaré. Mais pourquoi pas? Mais il faudrait s'y mettre, parce que moi, c'est vieux. Et il faudrait peut-être, si on veut amener des choses, il faudrait mettre ça maintenant. Vous savez, moi, comme on a dit, des astuces. Oui. Je les fais appliquer à des gars. Oui. Derrière mon scooter. Tout à fait, Barognon. Vous savez ça, tout est fait. Tu aimes le vélo, toi, tu es aussi un passionné. C'est parce que vous m'avez appris des choses. Oui. Et vous m'avez mis dans le monde du cyclisme. J'avais 13 ans. Tout à fait. À l'époque. J'avais 13 ans quand je mettais les boyaux. Oui. J'ai jamais fait du vélo. C'était les boyaux avant. Vous m'avez dit, tu fais du foot, tu peux pas faire du cyclisme. C'est ce que vous m'avez dit avant. Avant? Oui, avant.
Oui, à l'époque de 13 ans, l'âge de 13 ans, bon, c'était comme ça. Mais quand je vois les jeunes de maintenant, et puis ils ont un entraîneur en France, gros entraîneur en France, ils ont qu'à payer, et puis ils n'ont pas peut-être fait un tour de Guyane, c'est inadmissible. Non, mais on va reparler de tout ça. Ce sont des choses qu'il faut aborder, Barreau, avec beaucoup de, si tu veux, de réflexion, parce qu'il y a une grosse réflexion à refaire sur le cyclisme en Guyane. Il y a beaucoup de choses à faire. Moi, on m'a toujours dit que je vais dire un mot, hein, excuse-moi Kylian, hein, oui, que j'étais un petit peu un empêcheur de tourner en rond, fouteur de merde, pour ne pas être poli. oui. Alors que moi, ce que je voulais avant tout, c'était qu'il y ait vraiment un cyclisme guyanais de qualité. Mais malheureusement, on m'a écarté de tout ce que je voulais faire. On m'a freiné de tout ce que je voulais faire. Et il y a beaucoup de responsables. Et maintenant, si le cyclisme guyanais est dans cet état, eh bien, ils n'ont qu'à se regarder dans la glace et se demander est-ce que ce qu'ils ont fait, c'était bien. Voilà. Merci Barreau, merci de ton appel. Je peux parler aussi de M. Racon. Il fait un travail. Oui, à Montjoly, bien sûr. Il pleure parce que le travail est trop dur. Oui, non, mais il n'y a pas ça avec ça qui fait l'eau. Ils ne savent pas travailler dur, ça paye. Tout à fait, ça paye. C'est comme un ouvrier qui travaille sur un chantier. S'il ne travaille pas dur, ça ne paye pas. Ouais, il faut travailler. Il faut travailler dur. Merci beaucoup de votre appel. À bientôt. Louis, le cyclisme avec ses bons moments, ses mauvais moments. Je reviens directement en 2018. Il nous reste, ça passe très vite le temps ce matin. 2018, c'est un coup de gueule que l'on voit sur les réseaux. Oui. Où tu parles d'une trahison. Les mots ont été lourds, les mots ont été forts, d'une trahison de tes amis qui t'avaient dégoûté du cyclisme en fait, qui t'avaient dégoûté du cyclisme et heureusement tu as quelque part changé d'avis, tu as retrouvé des couleurs et l'envie de continuer, en tout cas de reprendre les affaires du vélo, mais loin de Remire-Montjoly à Kourou. Il s'est passé quoi? Qu'est-ce qui peut se passer pour arriver à te dégoûter du vélo? Ben écoute Kylian, quand tu donnes tout ton cœur, ton amour, je dirais même ton amour, ton cœur, ton amitié, tout ce que tu as de meilleur en toi, que tu donnes à des personnes, à des jeunes, et qu'après qu'ils te trahissent, même à te dégoûter de ton propre club, dont tu es le créateur, dont tu as apporté 90% de tout ce qu'il y avait dans ce club, ben tu n'as plus envie d'entendre parler de vélo. Donc j'ai fermé la porte au cyclisme de 2015 à 2017. Pendant 2 ans. Parce que je trouve que c'était des trahisons qui étaient blessantes, mais franchement, les cicatrices, ça aura du mal à cicatriser plutôt. Et je crois que ces gens-là, s'ils m'entendent, il faut qu'ils prennent la mesure de ce qu'ils ont fait. Parce qu'on ne peut pas donner tout à des personnes, monter un très grand club. Le RMB a été sali par des gens haut placés, qui ont fait croire que j'avais institué une politique de dopage, ce qui est totalement faux. Et j'aurais dû poursuivre ces gens en justice. Parce que dans tous les clubs, il y a eu des affaires de dopage. Mais parce qu'il y a 1 ou 2 cas au RMB, c'est une politique de dopage. Organisée, c'est quoi ça? Moi, je suis un professeur, j'ai des enfants, j'ai enseigné des bonnes conduites à tous mes élèves. Je leur dis ce qu'il fallait faire dans la vie, qu'il fallait pas tricher, qu'il fallait travailler, qu'il fallait aimer ce qu'on fait. Et moi, j'ai aimé ce que j'ai fait, j'ai aimé ce que j'ai apporté à tous ces jeunes. Et en retour, qu'est-ce que j'ai eu? La trahison. Des trahisons de jeunes et de moins jeunes. De gens quand même qui sont des pères de famille qui auraient pu quand même avoir une autre attitude. J'étais blessé. Je suis revenu au cyclisme. Mais vraiment après... T'as réfléchi une beaucoup? longue période, oui. J'ai réfléchi beaucoup. La famille est importante dans ces moments-là, bien sûr, quand on est blessé. Bien sûr. Il faut que tu aies la famille, là, parce que tu n'as pas la famille. Moi, j'ai mes amis. J'ai 2 amis que je vais citer. Franchement, ce sont des amis que j'aime, mais comme pas possible. C'est Chimène Jean-Charles et Maurice Jean-Charles. Ces gens-là, ils sont venus chez moi me dire est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu n'es pas trop dépressif? Je dis, tu sais, après un coup comme ça fait mal. Mais n'ayez crainte, je suis fort. Je vais rebondir. Mais ils m'appelaient tous les jours, ils venaient me voir. Ça va, tu te sens bien, ça va. Ces gens-là ont été à côté de moi tout le temps. Voilà. Donc, je les remercie encore. S'ils m'entendent, merci Maurice, merci Chimène, je vous aime. Il nous reste un petit quart d'heure, Louis. Voilà. Et ensuite, le VCK. Ouais, VCK à Kourou. Ensuite, pourquoi le VCK? Parce que 2017, mon fils signe au VCK, Rémi. Et je dis, bon, écoutez, mon fils, il est ici au VCK, pourquoi ne pas
Donc, je regarde un petit peu la liste des coureurs du VCK. Je dis, mais bon Dieu, bon sang, mais les gars, ils n'ont pas de résultat avec des coureurs comme ça. Simon Chauvet, Vincent Lebel, Ludovic Exfort, des gars qui ont du vélo. Sousa Rodriguez. Des gars qui ont du vélo et qui savent. Et surtout, ce qui est étonnant dans l'équipe que tu viens de citer du VCK, et il y a, et tu me corrigeras si je me trompe, il y a des spécialistes pour chaque difficulté que nous avons sur la route. Oui. Ludovic, qui est un sprinter hors pair, c'est monsieur sprinter. C'était monsieur complet, je dirais, Ludovic Exfort. Mais il était complet, mais pourquoi justement il était catalogué que sur les sprints? Non, c'était un rouleur hors pair, parce qu'il était très bon contre la montre. Il passait la montagne moyennement, mais il passait. Et c'était un excellent sprinter. Voilà. Donc, c'était le chef de file de cette équipe que j'ai eu un plaisir immense. Ça t'a redonné l'amour du cyclisme? Oui. Parce que je te pose la question, Louis. Oui. Est-ce qu'à ce moment, tu as à nouveau cru en l'être humain? Parce que tu étais tellement déçu. J'ai cru pendant un moment, et je vais t'expliquer pourquoi. Ouais. Lorsque je suis arrivé, j'ai proposé au président de prendre le club en main. Il m'a dit oui. Ok, carte blanche. Donc, je refais tout le programme. J'ai tout refait. Et j'ai causé avec les coureurs. J'ai dit, écoutez, je viens avec vous. Est-ce que ça vous intéresse que je vous... Comment savoir que je vous le transmette et que je fasse un programme et que nous travaillions ensemble pour essayer d'arriver à l'excellence. Il me dit, monsieur Carestan, on a vu ce que tu as fait dans le passé. On signe tous. Ludovic Exfort, Vincent Lebel, Simon Chauvet. Tout le monde signe. Puis, ok, bon les gars, on se met au travail. Au mois d'octobre, on se met au travail. Et puis c'est comme ça que bon, le club a pris en charge la préparation physique, ce qu'on appelle la PPG des coureurs. Et moi, j'étais en charge de programmer ce qu'on appelle les stages. Les stages fermés. Hein, c'est des stages fermés. Donc j'ai programmé 2 stages, 2 à Cayenne et il y avait 1 à Kourou. Et après ces stages, je me suis dit, mon Dieu, que ce soit au niveau des jeunes, que ce soit au niveau des seniors, ça va vraiment... Parce que tous avaient repris le goût de l'effort. Ludovic Exfort qui faisait du vélo, je vois tous qui faisaient du vélo un peu à la dilettante, ils ont repris le goût. Parce que je leur ai inculqué les choses que j'avais. C'est mon secret. Ce sont des choses que, même si les gens m'entendent dire, ils ne pourront pas le faire parce que c'est quelque chose que j'ai en moi. C'est de l'énergie. Je leur ai transmis de l'énergie et j'aimais toujours entendre les coureurs dire, n'oubliez pas ce que M. Carestan a dit. Hein. N'oubliez pas ce que M. Carestan a dit. N'oubliez pas. 14 victoires. 3 courses par étape. Quelque chose qui devrait être marqué dans les annales du cyclisme en Guyane, qui ne s'est jamais vu. Une course par étape avec 2 équipes guadeloupéennes. Nous avons fait 1, 2, 3, 4, 5. Premier, Ludovic Exfort. Deuxième, Vincent Lebel. Troisième, Simon Chauvet. Quatrième, Kendrick Golitet, 19 ans. Et 5e, Octavia. 5e, junior, première année. Octavia. Donc ils avaient bien bossé. 1, 2, 3, 4. Tu étais fier? J'étais très fier, mais pour moi, c'est l'une des... Moi, à mon palmarès, c'est la plus belle chose. J'ai eu des belles choses avec le RMB. Oui. Mais là, ce que j'ai fait avec le VCK, c'est la plus belle chose qui pouvait m'arriver dans le cyclisme. Et je remercie tous ces coureurs d'avoir adhéré à mon programme. Mais j'ai été un petit peu dégoûté sur la fin. Le monde du cyclisme, lui, est très particulier en Guyane. On entend certaines choses et parfois, comme on ne connaît pas vraiment les règles du cyclisme, qui sont les règles de fonctionnement, en tout cas, du cyclisme en Guyane, où parfois c'est assez dur. Mais si demain on t'appelle pour te dire, bah voilà, aujourd'hui, on a envie d'essayer quelque chose et ton histoire, ton passé, ta relation au cyclisme parle pour toi, ta manière d'accompagner les coureurs parle pour toi, est-ce que tu irais pour peut-être... c'est pas la sélection de Guyane ou une sélection de jeunes? Oui, je dirais pourquoi. Eh bien, j'ai fait un petit test ces jours-ci, puisque justement, je vais créer une petite structure. J'ai fait un petit test ces jours-ci. Hier, j'étais avec un copain, je vais nommer son nom parce que ce qu'il m'a dit, ça m'a touché, c'est Myrto Thérosier. Ouais. Je vois Myrto hier et Myrto me dit, tu fais rien, nous, dans le vélo? Je dis, non. Pour le moment, je regarde, je suis en train de créer quelque chose. Il me dit, quoi? Qu'est-ce que tu as dit, créer? Si tu crées quelque chose, demain, je suis avec toi. Parce que tu es la seule personne qui peut amener un changement dans ce cyclisme. Parce que toi, tu es un visionnaire. Et je serai avec toi. Myrto Thérosier. Ouais. Et il n'est pas le seul. Je vais nommer des personnes aussi qui m'ont dit, si tu fais quelque chose, monsieur José Tarrette, qui a été l'entraîneur de mon club, il m'a dit, Lou, si tu es là, je suis là.
Monsieur Peter Gerville, je suis là. J'ai encore beaucoup de personnes. Je ne veux pas trop les nommer pour pas qu'il... Il y a des gens qui sont avec moi là, mais je ne veux pas les nommer. En tout cas, je ferai une conférence de presse quand ces gens seront d'accord. On fera une conférence de presse. Ils seront tous là. Ouais. Et une envie forte de faire quelque chose. Ils m'ont dit, écoute, si tu es là, nous, on est avec toi. On sait que tu as un certain âge, mais nous serons là. Tu vas nous déléguer, parce que toi, tu seras le chef de file. C'est toi qui nous diras ce qu'il faut faire. On suivra tes consignes et on est sûr que ça marchera. Ils sont sûrs de ce que moi je peux apporter au cyclisme guyanais aujourd'hui. Ce que tous les gens du cyclisme, beaucoup, m'ont un petit peu rayé, m'ont écarté. Oui. C'est pas grave, parce que j'ai voulu me présenter une année pour la présidence. On a tout fait. Il y a une campagne de... Comment je vais appeler ça? De dénigrement. Je ne sais pas comment je peux appeler ça. Pour m'empêcher d'accéder. Alors que j'avais fait mes preuves dans ce monde du vélo. J'ai fait mes preuves. Mais non, c'était... Je fais de l'ombre, peut-être. Il y a des opportunistes qui préfèrent voilà, que les choses aillent comme ça, plutôt que de voir M. Caristan à la tête, parce qu'il y aura des regards peut-être trop... Je ne sais pas pourquoi, moi je ne suis pas là pour ça. Moi je suis là pour apporter la contribution. Tu as de la frustration quand tu regardes un peu les résultats que nous avons sur les rencontres internationales, quand on va dans des coureurs qui vont aux Antilles ou bien sur le Tour de Guyane. Énormément. Moi je veux dire, moi je ne veux pas trop en dire pour pas qu'on dise, mais M. Caristan n'a pas la langue de bois et tout le monde le sait. Ah ben oui, c'est pour ça que je te pose la question. Moi, ce que j'ai vu cette année, ce qui s'est passé sur le Tour de Martinique, ce qui s'est passé sur le Tour de Guyane, je dis qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Il y a beaucoup de gens qui devraient se remettre en question. Parce que ce que j'ai vu là, je ne suis pas prétentieux, hein, mais moi, j'aurais une petite place dans ce monde du vélo. Je pense que ce genre de choses-là, ça ne se passerait pas comme ça. Mmh. Est-ce que le cyclisme te permet de te reposer de la musique et la musique te permet de reposer des émotions du cyclisme? Bien sûr. Quand je laisse la musique, ça me fatigue, ben, je vais vers le cyclisme. Et quand le cyclisme me fatigue un petit peu, allez, je prends ma guitare, je retourne dans mon studio et je... Ouais, mais ben, ce sont mes deux grandes passions. Oui. Le cyclisme, j'ai découvert le cyclisme tard, j'avais 40 ans, presque 40 ans, 38 ans. Mais c'est un sport que j'aime plus que tout parce que c'est un sport d'homme. C'est un sport qui demande... On n'a pas droit à l'erreur dans ce sport. On n'a pas droit à l'erreur. Il faut être aussi constant à l'extérieur de la pratique que sur le vélo. Bien sûr, bien sûr. C'est un mode de vie qu'il faut. Un grand cycliste. C'est une école de la vie. Ça prend quoi, ça prend quoi le cyclisme quand on n'est plus sur le vélo, on ramène quoi comme valeur dans sa vraie vie? Le courage, la volonté, la discipline. Courage, volonté, discipline. Ce sont des choses importantes pour grandir. Oui, oui. Vos appels ce matin en direct. Lui Caristan est l'invité de Bouconté. Vous voyez, ça passe très vite. Il est déjà 10h58. Radio Pays, bonjour. Bonjour, Kylian. Bonjour, Gaguette. Ah, Gaguette. Bonjour, Gaguette. Bonjour, Loulou. Ça te fait. Moula, tu vas bien? Je voulais pas appeler, puis j'ai dit non. Oui. Il faut que j'appelle, je peux pas. Oui, ben... Loulou, quand je t'écoute, oui. C'est le découragement. Oui. Dans le sport, rien ne va. Ouais. Regarde ce qui se passe avec les footballeurs. Oui, on sait, moi je sais tout ça. Moi, je savais que le cycliste avait beaucoup de problèmes. Oui. Mais là, c'est le découragement. Je dis, tous les gens qui sont intègres, oui. On les rejette. Tout à fait. Et puis les malfrats, on les met en haut. Oui. Dans ce pays-là, pourtant, Dieu est avec nous. Oui. Kylian, je pense que tu vas rester toute ta vie avec nous sur Radio Pays. Oh, ça dépend. Hein. Parce que tu es quelqu'un de bien. Merci. Mais pourquoi les gens de bien, on les aime pas à Cayenne? Oh ben, je sais pas. Que des malfrats. Hier encore, j'ai vu quelque chose qui m'a stoppé. J'ai dit, ben mon Dieu, j'ai regardé mon Seigneur, j'ai un grand Jésus. Mon religion, j'ai dit, mot pour giter, mot peut pas giter. J'ai confiance en mon Jésus. Bien, tu sais, j'ai dit, mais Seigneur, fais quelque chose pour le pays. Il faut faire quelque chose pour le pays. Un grand pays comme ça. Que les malfrats qui sont à la tête de tout, et puis on les honore. Regarde qu'on donne des médailles, j'ai envie de courir, de me lever, de dire, d'arracher ces médailles et leur dire, bon Dieu, vous voyez pas qu'ils ne méritent pas ça. Guéguette, écoute-moi, on a énormément de talent dans ce pays, énormément de talent dans tous les domaines, le sport, tout. Mais il y a du gâchis parce qu'on a perdu 3 générations de jeunes cyclistes.
Et je vais revenir sur ça après parce que c'est trop loin à expliquer. Je vais te laisser pour te dire. Oui. Pense à cette jeunesse, te décourage pas. Je pense. Non, je suis avec les jeunes. Je peux me décourager, mais parfois je prends une petite force et puis je dis, c'est pas eux, cette jeunesse, de payer. Embrasse ton épouse pour moi. Merci de ton appel. On prend un dernier appel, il est déjà 11h, on va gratter quelques minutes. Merci beaucoup, Joey Barthélémy. Il est prévenu, hein, je gratte toujours quelques minutes le samedi. Radio Pays, bonjour. Allô? Oui, bonjour, allez-y, on vous écoute. Bonjour, Radio Pays, bonjour, Kylian, bonjour, Loulou. Oui, Akimoun. Wemba Gefeto, et comment dirais-je, et enfin, moi aussi, m'appelle Loulou. Oui. Vieil ami, à chaque fois qu'on se rencontre, on discute énormément. René Claude. René Claude, ah oui, oui. Alors. Loulou, tu sais, tout ce que tu dis, rien ne me surprend, tu vois. Ouais. Rien ne me surprend et on en a discuté suffisamment et lors de nos rencontres. Oui. Oui. Mais tu sais, il y a des gens qui sont là, qui tracent des chemins, qui tracent des sentiers. Oui. Et ils sont là, il y a d'autres qui passeront toute leur vie à suivre, tu vois. Oui. Ils passeront toute leur vie à suivre et même les chemins que tu auras tracés, ils mettront des trucs à travers de cette race que tu as. Mais ça m'empêche de continuer, mais tu as parlé beaucoup de cyclisme. Oui. Cyclisme, je veux dire. Oui. Mais tu t'es un peu écarté de tes actualités, de ton actualité. Mon actualité, elle est musicale en ce moment. Oh ben justement, c'est volontairement que je n'ai pas parlé de cette actualité parce que Louis Carestan sera l'invité de Radio Pays très bientôt. Je vais revenir sur l'actualité. Oui, parce que le cyclisme, t'en as parlé, tout le monde sait ce que tu as fait, tout le monde sait ce que tu représentes. Mais tu n'as pas parlé de ton actualité. Mais bientôt, justement. Déjà sur les médias, tu passes très rarement. C'est vrai. C'est une occasion d'en parler. Oui, mais t'inquiète pas, d'ici une semaine, 15 jours, j'aurai une autre émission avec Kylian très bientôt. C'est déjà calé. Ça sera de la bombe atomique. Parce que bon courage, oui, bon courage. Merci. Mais d'accord, ça ne peut pas dire à quoi ça efficace. Non, il faut pas. Non, moi toujours dit c'est Mounia, ça fait à quoi ça efficace, nous laisser le conseil, mon palais. Moi, je veux pour mon pays, je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça. Il faut qu'on change les mentalités. Il faut qu'on arrive à tracer autrement que ça. Mais t'inquiète, Loulou, la retourne. Ouais. La vie, c'est une horloge, tu vois. La vie, c'est une horloge, la retourne. Ouais. Eh ben, je te remercie, mon frère. Merci beaucoup. Merci pour cet appel. Ça fait mais rassurez-vous pour ceux qui se disent on n'a pas vraiment parlé de la vie musicale actuelle de Louis Carestan. On a parlé de ce qu'il a fait avant, mais rassurez-vous parce que il y a 2 points qui vont se rejoindre dans la prochaine émission que nous ferons, Louis. Il y a cette musique que tu fais, ton actualité musicale, mais également qu'il y a ton engagement en tant que Guyanais. Voilà. Et j'ai gardé ces 2 pommes, ces 2 poires, ces 2 mangues, parce que nous bras fait pousser ça au pays, ces 2 mangues pour la soif. Oui. On aura l'occasion d'en parler, ce sera très bientôt sur Radio Pays et on aura tellement de choses à se dire à ce moment-là. On aura tellement de choses à se dire. Kylian, il y aura, hein. Il y aura. Comment on dit, ça qui doit y beaucoup toucher. Ça qui doit y beaucoup toucher, parce que là, il y a hein. Et puis il y aura de la parlotte, il y aura des pour et des contre. On verra, tu verras, c'est la musique engagée. On va créer le débat. C'est la musique engagée, on va créer le débat. Merci beaucoup, Louis Carestan, d'être venu ce matin. Merci beaucoup, Kylian, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup, mais pour moi, c'est un honneur. C'est plus qu'un plaisir, c'est un honneur parce que j'ai la chance de pouvoir être témoin des personnes qui écrivent l'histoire en temps réel. Généralement, cette histoire, elle nous est retranscrite par des livres, au mieux par des documentaires, mais vivre l'histoire en temps réel et en prendre conscience, c'est un privilège que tu m'as accordé ce matin. Bonjour, Joey. Bonjour, Kylian. Bonjour, Louis Carestan. Grande famille de musiciens, d'interprètes.